Le magazine de la mer, la rencontre. La rencontre de la semaine, c'est François Fray, fondateur d'Esprit de Vélox, qui nous présente son projet et son actualité. Esprit de Vélox, c'est un navire zéro émission. L'objectif est de concevoir un multicoque énergétiquement autonome avec donc zéro émission et capable d'accéder à tous les océans dans toutes les conditions climatiques. Une véritable métamorphose pour le transport maritime. 55 mètres de long, 20 mètres de large, vitesse de croisière d'une dizaine de nœuds, 40 personnes embarquées dont 15 d'équipage. Pas une goutte de carburant, pas de prise électrique pour recharger les batteries, des cycles de 100 jours d'autonomie à la mer, un futur laboratoire flottant et plateforme culturelle embarquée qui poursuit son chemin. Pour nous en parler, donc, c'est François Fray. Il est au micro de Gaël de Christen de RCF Charente-Maritime. François Fray, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'initiative d'Esprit de Vélox. Alors, vous êtes déjà venu nous en parler à l'antenne. Je voulais qu'on fasse un point un peu pour actualiser le projet. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler quelle a été l'idée au départ? Vous avez lancé ce projet en 2014. Comment est venue cette idée et comment a émergé le projet? Cette idée, elle est venue de constats très larges et qui se recoupaient en fait. Le premier, c'est d'un point de vue scientifique, on a un décalage de 20 ans à peu près entre les occurrences climatiques, biodiversité. On parle énormément de biodiversité aujourd'hui parce que le WWF vient de sortir une étude expliquant que plus des 2/3 des vertébrés se sont effondrés en 50 ans. On a à chaque fois un décalage de 20 ans entre les occurrences. La fonte des pôles, par exemple, elle a atteint un point de non-retour en 97. Il faut attendre 2017 pour que le monde scientifique en ait la preuve. Une fois que le monde scientifique en a la preuve, il faut qu'il le vende à ceux qui ont des choix à faire en notre nom à tous. Le rapport de Meadows, le premier en l'espèce, c'est 72. On ne peut pas dire que l'action politique globale depuis 72 ait été violemment forte pour que la barre évolue. Donc, on a vraiment ce constat de base qui est il faut agir plus vite. Agir plus vite, c'est agir autrement, c'est-à-dire agir en interdisciplinarité, on part en mer avec une spécialité scientifique qui revient, qui fait des études pendant 3 ans, 4 ans en fonction de ce qu'elle a prélevé, et ceci étant prélevé, elle va publier, ça va être lu par d'autres, etc., etc. C'est un temps qui est long. C'est un temps qui est lié aux schémas de financement qui ont été mis en place depuis 50, 60 ans. Et c'est un temps que les scientifiques eux-mêmes, que les organismes scientifiques eux-mêmes souhaitent voir aussi évoluer avec des expériences qu'on va, nous, être en mesure de mettre en place parce qu'on est structurellement indépendant et en même temps, on travaille avec eux. Donc l'objectif, c'est rassembler vraiment des compétences, qu'elles soient toutes à bord sur le même bateau pour pouvoir agir de manière plus efficace. Et produire de la science en mer. Aujourd'hui, on va prélever en mer, que ce soit de l'air, de l'eau, des 0 et des 1 quand c'est numérique. Et puis après, on rentre et on travaille. Là, on embarque 350 mètres carrés de laboratoire et de PC Sciences, ce qui aujourd'hui n'existe pas. On est à peine au tiers sur des unités très, très importantes. Donc vraiment, le principe, c'est on embarque des équipes plus larges, on les fait travailler ensemble. Ils travaillent ensemble en mer, donc ça veut dire que quand ils rentrent à terre, ils ont envie de travailler encore ensemble après, quoi. Cette idée, François Fray, c'est l'urgence que vous avez soulevée d'urgence climatique, de risque sur la biodiversité, qui à un moment donné vous a dit il faut vraiment trouver d'autres moyens et agir plus vite. Exactement, c'est-à-dire qu'on était tous, et moi le premier, dans des cercles où depuis 15 ans, 20 ans, on essayait de pouvoir agir sur des grandes structures. Et puis moi, je me suis dit, il y a un moment où il faut faire autrement si on veut aller plus vite. Et autrement, c'est s'y mettre, c'est prendre le risque c'est faire ce que les artistes font. Parce que les artistes, ils ont fait un choix très jeune dans leur vie qui est de ne pas avoir de zone de confort jusqu'à la fin. Les scientifiques, ils sont pas dans ce truc-là. Les politiques, je pense, encore moins. Et le monde industriel, on demande au monde industriel de donner les solutions avant de faire les études. Parce que il faut pas faire peur aux gens qui investissent, etc. Donc, on a fait ce choix-là. On s'est mis à la place de là où on est notre espèce de manière un peu plus large. On est les premiers, on va dire ceux qui sont nés entre les années 50 et les années 90. On est les premiers qui avons les informations objectives sur ce qui se passe. Et en même temps, on est les derniers qui peuvent vraiment agir. Ce qui se passe d'un point de vue climatique et biodive dans les
dans les 20 ans qui viennent, ça donne la trajectoire pour 10 à 15 000 ans. Donc ça veut dire que le temps, il est là. Et le temps, il faut qu'on puisse agir très vite. Donc faire de la science autrement. Et faire de la science autrement, très vite, on a vu aussi que on n'avait pas les moyens en termes de plateforme, en termes de structure, pour aller faire cette science autrement. Et c'est là que le bateau sans impact environnemental est arrivé. Et pour ce bateau sans impact environnemental, vous avez réuni une équipe qui est aujourd'hui une équipe de bénévoles? Oui, bien sûr. On est une équipe de 10 aujourd'hui autour du programme qui assumons la maîtrise de l'ouvrage au sens le plus large et d'un point de vue scientifique et d'un point de vue innovation. Et autour de cette équipe, il y a une trentaine de boîtes aujourd'hui qui sont des très petites boîtes en mode start-up pour 3 ou 4 et qui sont à l'autre bout de la chaîne, des boîtes comme ABB ou d'autres qui sont des géants de plus de 400 000 salariés sur la planète. Donc ça fait 6 ans que vous travaillez sur ce projet, vous êtes à plein temps sur le projet, les autres donc économiquement forcément ont leur métier à côté. L'objectif c'était déjà de rassembler des fonds. Bien sûr. Le budget global 90 millions d'euros, donc c'est pas rien. Aujourd'hui vous avez réuni un tiers en mécénat industriel, il a fallu donc convaincre ces entreprises déjà de s'investir dans le projet. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour vraiment enclencher et avancer davantage? Là, maintenant, il nous faut du cash. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment le savoir-faire autour du projet. On a vraiment une fourniture large de solutions qui sont extrêmement innovantes, qui, mises ensemble, ce qui n'aurait pas pu être fait autrement qu'au travers d'un projet que porte une sorte de casque bleu indépendant des uns et des autres. Il faut vraiment qu'on puisse arriver à finir assembler ça. Donc là, maintenant, il faut vraiment des fonds et du cash pour qu'on puisse, nous, être à temps plein sur le projet. Il faut que les c'est d'avoir petites... ces 10 bénévoles salariés du projet. Oui, on sera même 20. On sera même 20 à terme. Et ce qu'il faut aussi, c'est qu'on puisse finaliser les études. Le modèle économique, il est relativement simple. Les grandes entreprises, elles travaillent effectivement en mécénat sur le programme. Des plus petites structures qui sont fragiles, elles, on les paye. Et donc il faut aussi du cash, il faut aussi construire, et ça c'est aussi de l'argent. Le chantier ne va pas nous offrir le bateau. Donc il y a cette forme de nouvelle étape qu'il faut qu'on franchisse avec une première étape là à horizon des 5-6 mois qui viennent une levée de fonds de 4 à 5 millions qui va nous permettre de finaliser les plans, cet objet, le jumeau numérique auquel on travaille aujourd'hui, qui va mettre cette équipe à temps plein et qui va nous permettre de préparer la production qui attaquerait dans 1 an et demi à peu près. 1 an et demi, donc avec l'objectif d'une mise à l'eau en 2023. Fin 2023. Si tout va bien, ouais. On espère. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire vraiment quelle est la feuille de route de ce bateau? L'objectif, les 3 grands objectifs que vous êtes fixés. Alors, les 3 grands objectifs en termes de plateforme elle-même, si je comprends bien, c'est ils ont été mis en route avec le Bureau Veritas pour la partie contrôle, avec les affaires maritimes aussi. Et c'est vraiment un soutien précieux parce que sans le réglementaire, on peut pas avancer, on peut pas faire. Et là, on leur a proposé une porte sur 3 premières. La première, elle en est une depuis 1 siècle et demi, mais avant, c'était pas vraiment une première. C'est la propulsion principale à la voile. On a le vent qui est là, qui est présent, qui est efficace. Si on prend le temps de repenser les coques, on a la puissance avec le vent pour faire avancer des unités très lourdes. Là, on parle de 70 mètres, 1 millier de tonnes, une cinquantaine de personnes effectivement embarquées. Donc, on n'est pas sur un petit objet de plaisance. Du Velox, le nom. Exactement. Le Velox, c'était une goélette de plaisance d'une taille assez importante. Elle était de 42 mètres au pont. Qui n'avait pas de moteur aussi à l'époque, c'était à la fin du 19e siècle. Et donc, propulsion principale à la voile,
Second point qui est très important, c'est produire de l'énergie, parce qu'il faut travailler à bord, il faut vivre sur des périodes assez longues, puisqu'on aura une autonomie de 100 jours à la mer à peu près. Donc cette énergie va être produite à bord et uniquement à bord. On ne fera pas le plein énergétique dans les ports pendant les escales, par exemple. Et ça aussi, c'est un point important pour nous. Il y a aussi une cohérence entre ce qu'on dit, ce pourquoi on se bat et ce qu'on veut faire. Donc c'est un mix énergétique avec le vent, le soleil, la houle, la vitesse, qui font que ça produit entre 500 kWh et plus de 1000 chaque jour. Et avec ça, on peut travailler. Avec zéro émission. Avec zéro émission, bien sûr, ouais. Et le dernier point, c'est une coque qui n'est pas acier, qui est une coque composite avec un principe fort aussi qui est lié aux valeurs qui sont les nôtres, c'est que ce soit, la première coque de plus de 500 UMS, donc vraiment de très grande taille, mais qui soit recyclable en fin de vie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas créer un truc qu'on va enterrer à la fin de la vie, parce que dans un grand nombre de cas, pour les gros objets, après on casse, on enterre ou on brûle. Là, le principe, on travaille avec Arkema, entre autres, sur ce principe-là, c'est faire effectivement une coque qui, en fin de vie, va pouvoir être tronçonnée, on la passe au four, on récupère le fluide de résine qui est réutilisé pour faire autre chose après. Et ça aussi, c'est important. François Frey, donc on a compris le budget qu'il vous faut pour pouvoir concrétiser le projet, lancer son activité. Comment se fera l'équilibre financier une fois que le bateau sera en mer et que la recherche et les études pourront se faire à bord? Alors c'est paradoxalement le plus simple, c'est-à-dire que là on a un modèle économique qui est hybride aujourd'hui. On est sur une forme très émergente. Donc ça veut dire qu'il faut le soutien de visionnaires qui, nous on est des visionnaires d'un point de vue scientifique et d'un point de vue R&D, il faut des visionnaires qui ont eux les moyens de nous aider. Donc là c'est vraiment une aide de type de mécénat classique. Une fois que le bateau est à l'eau, il a un programme qui embarque des scientifiques et là il rentre dans une offre européenne assez classique où les bateaux scientifiques des uns et des autres sont mises en ligne 3 ans à l'avance. On sait qu'on va être à tel endroit. On a des spécifications et nous, on aura des spécifications fortes en termes d'interdisciplinarité, en termes de zone de travail, en termes de choix scientifiques. Et les scientifiques qui embarquent sont financés par les agences françaises, suisses, allemandes, etc., qui embarquent à bord. Donc le modèle économique, il est plus simple en fait une fois que la programmation existe et que le bateau existe. Avec un gros avantage aussi, le bateau scientifique, c'est à la fois un bateau de transport de fret parce qu'on a du fret pour travailler, un bateau de transport de passagers. C'est accessoirement un peu un bateau de pêche parce qu'il tire des engins dans l'eau, etc. Et on a la même problématique à la science qu'à la pêche, c'est-à-dire que le prix de journée, la moitié aujourd'hui, c'est le carburant. Cette moitié-là, chez nous, elle ne va pas exister. Donc on n'est pas plus cher que les autres, voire même. Il y aura peut-être quand même des frais d'entretien, temps des panneaux solaires. J'ai parlé de la moitié, j'ai pas dit que ça serait gratuit non plus. Mais ça veut dire que on ouvre aussi avec ça vers un autre équilibre économique qui n'est pas systématiquement vers le plus de. Et ça aussi, je pense que c'est un vrai travail de fond sur lequel on a une mission pédagogique à faire les uns et les autres, c'est qu'on peut créer autant de richesses avec un moins global. Donc c'est aussi ça qui est un point important du projet. François Frey, merci. Donc je rappelle que vous êtes à l'initiative d'Esprit de Velox, qui a été lancé en 2014. On espère une mise à l'eau en 2023 et on va suivre ce projet de près. Merci François Frey. À bientôt. Merci. Merci Gaël de Christen d'avoir interviewé François Frey, initiateur de ce projet, de ce multicoque Esprit de Velox, inspiré, vous l'avez entendu, en partie de la goélette Velox de 1875, un vaisseau avec 2 mâts sans propulsion moteur, de plusieurs décennies en avance sur son temps et qui a notamment inspiré lui-même les futurs voiliers de la Coupe de l'América. C'est la fin de ce magazine de la mer. Cette semaine, j'étais heureux de vous le présenter à tous et à toutes. Bon vent sur vos ondes, sur RCF bien sûr.